modestement ma contribution à l'étude historique locale. Je travaille, mon credo c'est le micro-histoire. J'ai commencé sur l'histoire locale dans le Vaucluse. Et de fil en aiguille, comme je me suis intéressé à ces questions que je trouvais caricaturales de l'entrée en guerre et des premières batailles, vous savez, toujours présenté la 14, les pantalons rouges face aux mitrailleuses, etc. Je me suis penché sur ces questions dans le détail, par le menu de détail, pour justement voir, essayer de comprendre le mécanisme, les mécanismes, voir s'il y avait des choses à revisiter dans l'historiographie, l'histoire. Le premier signé par le sénateur Gervais, mais le second n'est pas signé. Les défaillances de quelques malheureux soldats, édition du soir, la voilà. Alors en plus, vous apprécierez les titres, les Cosaques à 5 étapes de Berlin. Trembleur, donc dans cet article, Trembleur égale trait, on peut lire les défaillances de quelques malheureux soldats qui se sont souvenus des théories antimilitaristes d'antan et qui ont commis le crime de s'en inspirer en Lorraine, en présence de l'ennemi. On les a châtiés, décimés, comme ils le méritaient. Alors, quand les familles voient ça, ils lisent ça, vous imaginez bien. Je suis entré dans un sujet très militaire, mais je crois que d'entrer dans les détails, on dit souvent que le diable se cache dans les détails, et encore, je vais le faire bien plus, mais voilà, ça permet de prendre la mesure de l'incurie, des carences, des défaillances, des insuffisances, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les Françaises qui étaient quand même pourvues de moyens considérables avec une armée française qui fonctionnait dans la société de façon très importante, montre là son incapacité totale à emporter la décision, bien sûr, mais surtout à être crédible militairement. Les Allemands étaient prêts d'emporter. Ils sont aux portes de Paris. La bataille de la Marne, c'est un miracle parce qu'il y a les hommes ont dit non, pas comme en 1870, allez, on se retourne, on y va, et le canon de 75, et puis les Allemands sont pris le pied dans le tapis, et puis c'est le miracle de la Marne. C'est une victoire, une non-défaite. Alors après, on peut l'oser, mais voilà. Et Joffre, c'est ce qu'il prépare, il s'attend à la défaite, Joffre. Que se serait-il passé si la France avait été vaincue début septembre, avec les Méridionaux? Je ne sais pas. Mais... Monsieur, vous avez une question? Oui, vous avez parlé des 2 régiments de la région. J'ai un grand-père qui est mort à Dieu, le 20, et qui était dans un autre régiment, semble-t-il, le 141e. Oui, alors... Bon, il faisait partie donc tout à fait. du 15e corps aussi. Absolument. Alors, à la 50... il y a 2 divisions au 15e corps. Une division, c'est 2 brigades. Alors, il y a une brigade, c'est le 58 d'Avignon et le 40e de Nîmes. Il y a une autre brigade, c'est le 55e et le 61e, donc de l'Ardèche, dont Saint-Esprit et Privas, et qui sont mélangés avec Aix. Ils ont des bataillons sur Aix-en-Provence. Il y a beaucoup d'Aixois qui étaient au 55 et au 61e. Ils formaient la même division, la division d'Avignon. Puis après, il y a une division de Nice, où là, il y a des unités d'Antibes, de Toulon, c'est le 111e et le 112e. Et puis, il y a une brigade marseillaise, avec le 141e, qui est effectivement le régiment marseillais, et le 3e de Digne. Voilà. Donc ça, ce sont les 8 régiments d'actifs qui sont qui forment l'ossature du 15e corps, auquel il faut ajouter le régiment de Corse, 173e, à 4 bataillons, donc effectif un peu plus fort et qui servait de réserve de corps d'armée. Et puis vous ajoutez des bataillons de chasseurs à pied, 6e, 13e, 27e, etc. Voilà. Puis des unités de cavalerie, et puis d'artillerie, et puis voilà. Donc après, quand on fait des recherches géologiques, évidemment, il faut avoir tout. Mais je ne vais pas vous noyer sous un... Mais effectivement, oui, le 141e, beaucoup de gens de Marseille, les aïeux au 141e. Quel est votre sentiment là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on cherche, on transformait la vérité Non mais d'accord. Oui. Non mais j'entends votre question. Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est il ne faut pas être paranoïaque non plus. Et donc, quand je vais dans les archives, je me dis, bon, ils n'ont pas pu tout cacher, tout. Et je m'aperçois que ça fonctionne assez bien, en fait. Parce que ce que je vous ai, je pense, montré, c'est que la bataille de la Garde, on a tout fait pour circonscrire ce qu'on appelle officiellement l'affaire de la Garde. Une affaire malheureuse, finalement. On a aventuré par mégarde 2 bataillons qui n'auront pas trop résisté parce qu'ils étaient du Sud, et puis
ils ont été encerclés, donc voilà. En fait, c'est une véritable défaite. Et ça, on a voulu le masquer, et on a bien réussi, tellement bien réussi que ce que je vous dis là, je pense qu'il y a peu de gens qui le disent, et pour avoir discuté avec quelques amis et collègues historiens, ils ont une autre approche. Bon, voilà. Je me permets, moi, si je le dis, c'est que j'ai les témoignages, j'ai les pièces, j'ai les documents. Voilà. Et après, chacun se forge sa vision des choses, hein, se fait une idée sur comment ça s'est passé. De toute façon, quoi que j'ai pu dire ce soir, je crois que chacun d'entre nous gardera sa vision hein, de cette époque, mais du moins, c'était le but pour moi, vous montrer que voilà, il y a quand même des choses incroyables, étonnantes, hallucinantes, peut-être pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et encore, je ne suis pas rentré dans les détails sordides. Après, là il faut y rentrer par la lecture. Hein, c'est difficile d'y rentrer par un exposé oral, mais les détails sordides, c'est le sort qui est fait aux blessés, c'est les gens achevés, c'est plein de choses comme ça. Et au milieu de tout ça, effectivement, des gens qui pointent du doigt et qui disent « Ah, c'est votre faute, vous êtes des méridieux. » Là, Jean-Yves Le Naour a très bien montré que les préjugés d'avant-guerre ont joué un rôle magnifique pour faire de Casincourt le bouc émissaire idéal pour masquer toutes les incuries de Pamal, évidemment. Alors, oui, je vous avais dit l'honneur, le plaisir de me rendre compte que le soldat serbe est une excellente matière d'homme. C'est un homme qui est dur à la souffrance, qui consent au sacrifice, qui consent à mourir. Ça, c'est un bon combattant. Donc là, le préjugé, il joue à plein. Le lieutenant Antonin, il est dans cette optique. Un bon soldat, c'est celui qui sait souffrir, qui sait se sacrifier, et visiblement pour lui, il aurait fallu qu'à la garde, ils meurent tous, que personne ne s'en sorte. Et ceux qui s'en sortent, alors on pourrait se dire, ils se carapatent, ils fuient le combat. Il y a des témoignages, c'est pas ça du tout. Alors évidemment qu'ils ne vont pas dire qu'ils fuient le combat, mais il y a cette idée qu'ils ne veulent pas être faits prisonniers. Ils ne veulent pas être faits prisonniers, ils veulent continuer la lutte. Ça c'est mal, l'affaire c'est mal goupillé, mais ils essaient de... Et d'ailleurs, ceux qui réussissent à s'enfuir continuent la lutte, sans aucun état d'âme, ils le disent. Voilà. Donc, ça c'est bien une preuve. S'ils s'étaient carapatés, ils auraient fait en sorte de dire voilà, je suis traumatisé, s'inventer des blessures, se faire une mutilation. Non, non, ils font la garde et puis ils font Dieu. Voilà. Donc il y a cette dimension. Alors, pour répondre à la question de monsieur, je crois que plus encore qu'aujourd'hui, on pouvait masquer un certain nombre de vérités. Mais on s'aperçoit, si on regarde certaines opérations militaires récentes de l'armée française, notamment en Afghanistan, que tout n'est pas très clair. Tout n'est pas très clair, mais bon, voilà, c'est une vieille histoire. La Grande Muette, c'était allemand. Ils étaient allemands depuis 70. C'est ça, depuis 45 ans, donc ils étaient allemands, ils parlent allemand. D'ailleurs, ils avaient 20 ans, et donc depuis 2 générations, ils étaient allemands. Et donc, ils étaient dans l'armée allemande. Sauf qu'on les considérait. Mais je crois que ce n'est pas anodin qu'on les ait fait mettre en présence de Français. C'était pas évident comme questionnement. Je voudrais savoir. C'est une question qui reste à creuser, mais je vous donne mon sentiment. Voilà. Quand on regarde la structure de l'armée allemande, on s'aperçoit que les brigades allemandes sont constitués de régiments prussiens ou bavarois et qui sont additionnés à des régiments alsaciens ou lorrains. Comme si on voulait avoir un régiment qui surveille un peu l'autre. C'est le sentiment que ça donne. Bon. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est un peu comme dans l'armée française. Le recrutement n'est pas que local. Quand on dit c'est le régiment qui s'appelle tel numéro de Lorraine, il n'y a pas forcément que des Lorrains dedans. Bon. Et après, on n'est pas encore dans les malgré nous de la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est pas le même contexte. Ils sont des jeunes allemands, ils ne savent pas parler le français. Voilà. Et ils sont dans l'armée allemande. Point. Sauf quelques-uns, quelques familles qui ont sans doute entretenu la francophilie de manière plus aiguë, et qui ont, mais alors ça c'est des initiatives personnelles, qui sont allées s'engager dans l'armée française. Et d'ailleurs, le plus souvent dans les légions étrangères, puisqu'ils sont allemands. Oui, ils ne pouvaient pas être en armée française. Voilà.
Et puis, une fois que j'ai dit ça, j'ajoute que, y compris en France, on se méfiait d'eux. On se méfiait d'eux. Et puis, il y a des familles où il y avait certains fils dans l'armée allemande et d'autres dans l'armée française. Voilà, on est, si vous voulez, dans une problématique. Waouh! Parce que, je voudrais peut-être terminer là-dessus. Alors après, je peux répondre à d'autres questions, mais une chose que je voudrais dire, je n'ai pas de propos régionalistes. Même s'il y a des choses que je trouve effectivement extrêmement choquantes dans ces clivages régionaux dont j'ai parlé, je pense que dans notre région, il faut connaître cette histoire et l'histoire du 15e corps, qui commence quand même à être connue, là, avec le centenaire et plein de choses. Je n'ai pas de propos régionalistes. Je ne fais pas de misérabilisme sur les Provençaux. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'entendre un jour mon intervention sur l'affaire du 15e corps, je termine avec cette conclusion qui est que peut-être l'affaire a profité aux Provençaux, finalement, parce qu'on s'aperçoit que les pertes de la 15e région militaire ont été moins fortes que les autres régions, que certaines régions, parce qu'on ne leur faisait pas confiance, justement, qu'on ne les a pas mis sur des secteurs exposés, et qu'on les envoyait à l'armée d'Orient, et que finalement, paradoxe, contradiction, ironie de l'histoire, ça a pu finalement leur profiter. Mais ça, c'est une réflexion que je livre à votre interprétation, à votre propre réflexion. Et ce que je voudrais dire, c'est que si on se penche sur le cas des Lorrains, c'est terrible. Voilà des gens qui étaient français 40 ans avant, qui se retrouvent allemands, qui se battent pour l'Allemagne. Si aujourd'hui, le centenaire d'aujourd'hui, je suis allé fêter avec les Lorrains, commémorer cet événement. Eh bien, vous êtes dans un village qui était allemand à l'époque. C'est la bataille de la Grange, là. De la Garde. De la Garde. Oui, parce que c'est un village, c'est toujours pareil, c'est une petite échelle. Donc j'ai pris un contact avec le maire il y a 3 ans. Je lui ai dit, écoutez, vous aurez des Provençaux qui viendront dans 3 ans. Ah bon? Il m'a dit, mais c'est une défaite, c'est le début de la guerre. Vous faites quoi? Vous voulez fêter le début de la guerre? Une défaite? En plus, vous savez, ici c'était un peu l'Allemagne. Il y a un peu des gens du village qui ont été tués par des Français, par des Allemands. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été accueillis fantastiquement par tout le village. Quand je dis bon, c'est que je faisais partie encore cet été, j'ai quitté l'association, une association de reconstituteurs. Moi je ne reconstitue pas, je ne me suis jamais mis en tenue, je fais plutôt des recherches et des conférences, mais on a fait venir des Allemands qui sont venus avec des chevaux. Et alors ce qui a été très émouvant, et j'ai pris la mesure de ce que c'était que cette région-là, à ce moment-là. Je le savais, mais on prend la mesure toujours physiquement, hein, quand on vit la chose. C'est quand il y a eu les hymnes allemands, puis français, puis européens. Je peux vous dire, j'en ai vu des commémorations, et quand il y a eu l'hymne européen, je pense que l'Assemblée était, comment dire, bouleversée. Ça donnait une dimension vraiment très très intéressante. Voilà ce que je tenais à vous dire.